Looks to Martin, single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. With my Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. That's what I do. I lay people out. Bon, comment vous allez? Ready, set, hut. Ben alors, qu'est-ce que t'as jamais vu de la neige? C'est 3 flocons et tu pleurniches, ça suffit maintenant. Bonsoir et bienvenue dans Touchdown et Tartiflette, le Wild Card Show. Touchdown et Tartiflette, c'est votre émission hebdomadaire. Pour les linemen, ça veut dire toutes les semaines. NFL francophone. Depuis plus de 10 ans, les experts de Touchdown et Tartiflette, Prono NFL et Radio SA sont là chaque semaine pour vous parler de NFL. Donc, on s'abonne à la chaîne, on nous laisse des messages en commentaire. Voilà, ce soir émission spéciale fin de saison et truc de ouf quoi, avec plein de gens qui reviennent du froid et de loin et ça va faire plaisir à tout le monde. Voilà, cette saison, sérieusement, quand on taffe, c'est de faire des pronos, c'était vraiment une saison pourrie. Clairement. Si t'es fan des Jets, c'était une saison archi pourrie. Et si t'es fan de Sauce Gardner, tant pis pour ta gueule. Voilà. Ce soir, les experts du Podcast Show. Tout d'abord, l'incroyable Olivier Rival. Bonsoir Olivier. Salut, vous allez bien? Bien. On va bien. Il porte un magnifique t-shirt et clairement il n'a pas froid. Le maître de la justesse, Olivier Lezèbre. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonne année. C'est le maître du kiwi, il n'est pas sous la neige. Pierrot, Hall of Famer, bonsoir. Bonsoir messieurs, meilleurs vœux à tous. Et parce qu'il faut quand même au moins une personne qui connaisse quelque chose au football américain, un des originaux des pronos NFL, Coach Moon, comment tu vas? Ah oui, c'est vrai. Bonsoir à tous. Voilà, et votre hôte ce soir, c'est l'ami Rémi. Bonsoir Rémi. Salut Rico, salut à tous et bonne année. Alors, écoute Rico, je sais pas si tu nous présentes le premier sujet ou si on part directement en petit résumé de la dernière journée. Je te laisse faire. Ok, c'est parti. Moi, je vous propose qu'on parle un petit peu des matchs de la saison, effectivement. On peut parler de la saison, mais on va quand même parler des matchs qui ont été assez importants. On va commencer par peut-être le plus important et le plus indécis. Le match entre les Steelers et les Ravens. J'aimerais bien un retour de votre part. Je sais pas ce que t'en as pensé, Coach Moon. On va commencer par toi. Après, vous savez très bien que c'est une grosse rivalité. C'est des matchs qui se jouent très souvent à moins d'un TD. Je pense que ce match, ça reflète en fait tout ce que tu veux pas voir en tant que coach. Tu as l'opportunité de gagner, tu loupes le coup de pied. Les Pittsburgh, ils ont l'opportunité de se mettre un peu, pas au large, mais de pouvoir justement éviter le coup de pied assassin et de forcer les Ravens à marquer, eux, ils loupent le coup de pied. Ce qui est dommage, c'est que ça coûte la tête d'Harbaugh, mais pour les fans des Ravens, le problème, c'est que moi, je trouve que les Ravens, sur les grosses situations, les gros matchs, il y a toujours un truc qui ne va pas. Un drop, une interception, un fumble. Ouais. Et je pense que les fans des Ravens, bien que moi, je trouve que Harbaugh, il a fait vraiment un bon boulot avec les Ravens, je pense que c'est une nouvelle ère. Je pense qu'il faut remercier Harbaugh pour le service rendu. Mais je pense que tout le monde doit se retourner vers l'avenir et sur autre chose. Donc voilà. C'est dommage, parce que le coup de pied, il le met. On est en train de discuter en se disant les Steelers, ils ont coupé Tomlin. Et Tomlin, il sauve sa tête grâce à ça, en fait. Et est-ce que c'est pas un peu ridicule de se dire qu'on prend une telle décision sur un coup de pied, justement? On parle de coachs qui sont là depuis 17-18 ans. Ouais, mais moi, je trouve que ça fait 2-3, allez, un peu plus, que on a, à chaque fois sur les prédictions,
sur les Super Bowl contenders, à chaque fois, on met les Ravens dedans, on met dans le carré final. Et à chaque fois, il y a cette déception sur une action, sur un match, qui fait que je pense que le propriétaire, il en a eu marre. Et puis il s'est dit, c'est peut-être l'opportunité aujourd'hui de pouvoir tout changer, hein, parce que on dit ça, mais il faut qu'il change la ligne offensive, la ligne défensive, quelques joueurs en défense. J'ai bien envie de vous dire aussi que peut-être Lamar Jackson, ça pourrait être peut-être sa dernière virée avec les Ravens. On sait très bien comment la NFL est cruelle. Moi, je le vois partir. Pourquoi ? Parce que ça va soulager le salary cap et tu pourras construire derrière. Mais c'est vrai que c'est sur une action, mais en même temps, il y a beaucoup de frustration parce que normalement, les Ravens auraient dû finir champion justement de cette division et pas se retrouver justement à courir après le score, comme on dit. Effectivement. Mais je pense que Olivier Lezèbre, si je ne m'abuse, tu es fan des Ravens. Ouais. On attend quand même ton petit mot là-dessus. Alors, sur le match, sur la décision de changer de coach, etc. T'as le crachoir. moi, personnellement, ça fait 3 ans que c'est le bordel. Il y a 3 ans, il y a Zay Flower. Il a la balle dans les mains. Hop, je sais pas, on achète des gants ou on met du spray. Wow, t'es un super receveur, t'as fait une bonne saison, correct. Et puis là, on t'attend là-dessus, bim. Bon, l'année dernière, Marc Andrews, playmaker, super saison, pareil. Il a la balle dans les mains. En plus, il l'a dans le numéro. Et on sait tous que tu rates pas une balle dans le numéro à ce niveau-là quand même. Et là, cette année, alors par contre, moi je pense que le match, il se joue pas à un field goal. Hein. Faut arrêter. Le gamin de 24 ans, moi quand tu vois le receveur des Steelers, qu'il est tout seul dans la zone d'en-but, hein, et tu as le corner et le safety, ils sont à 10 km, c'est pas normal. C'est pas normal. À ce niveau-là, c'est pas normal. On joue un match pour gagner une division et aller en play-off. Enfin, après, moi, vous savez, j'ai été coach pendant 25 ans. Quand tu vois Mike Tomlin, comment il les a remotivés sur le bord de la touche, à un moment, les mecs, parce qu'ils foutaient n'importe quoi, là, tu te dis, alors que John Harbaugh, il est là à regarder le match, tu te dis, effectivement, ok, tu as fait 18 ans, c'est peut-être la place à quelqu'un d'autre. Hein. Moi, quand j'ai vu qu'il était licencié, au début, je me suis dit, il mérite pas quand même de se faire virer, nanani, nanana. Et il faut savoir aussi que derrière, il y a un coach que vous connaissez tous bien. Son père, il était coach en France, c'est Chuck Pagano, qui est responsable de la défense, qui a 65 piges, qui a 30 ans, 35 ans ou 30 ans de coaching défensif dans les mains. Et quand tu vois la défense qu'il a sur le terrain, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu as un super linebacker, tu t'en sers pas. Enfin, franchement, tu as une des meilleures D-line. Et encore, c'est pas ma spécialité, la défense, mais franchement, ça m'a rendu fou. Tu as le meilleur running back de la NFL, Derrick Henry. Il n'a pas avancé un copec. J'ai même pas regardé ses stats, mais quand tu vois jouer, il n'a pas avancé, quoi. Donc, effectivement, les Ravens, ils ne méritaient pas de gagner. Merci pour ton résumé, et je comprends ta frustration.
Pierrot, un petit mot là-dessus? Merci, Rémi. Ouais, moi je veux bien dire un petit mot parce que dans ce match, pour moi, je l'ai adoré parce qu'il y a tout ce que j'aime dans ce sport. Grosse rivalité, défi physique énorme sur les 3 premiers quart-temps avec beaucoup de courses, l'explosion au 4e quart-temps, une fin épique. Et j'ai beaucoup aimé, finalement, j'ai envie de dire, Paris réussi pour Tomlin et Rodgers, mine de rien, qui fait aussi des passes décisives à la fin. Effectivement, on peut pas dire le contraire. Ah, l'arrivée de Monsieur Yellow. Comment vas-tu, Greg? Bah ça va très bien, vous, alors. Plutôt bien. On est en train de parler du match entre les Steelers et les Ravens. Olivier allait nous donner son petit avis, Olivier Rival. Je sais pas ce que tu as à dire de plus que ce qui a été dit. Écoute, non, je suis toujours très étonné par le fait que Harbaugh s'en aille. Enfin, je connais le discours parce que à Buffalo, on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire que on foire toujours à la dernière minute du match le plus important, etc. Et il y a effectivement tout un tas de fans qui réclament la tête de McDermott à chaque grosse défaite de fin de saison. Ils la réclameront probablement ce week-end si on perd à Jacksonville. Mais moi, je trouve ça hallucinant. Enfin, je veux dire, moi, je ne réclame pas la tête de McDermott si on se prend 50 points à Jacksonville ce week-end, parce que tant que l'équipe elle est à ce niveau-là et les Rams sont à ce niveau-là. Enfin, cette année, ça a été une saison où ils ont eu de la malchance, mais faut pas non plus oublier l'impact qu'ont les calendriers NFL, qui font que pour les équipes qui gagnent leur division, elles se retrouvent avec des calendriers qui sont toujours très compliqués. C'est extrêmement difficile de rester en haut des classements en NFL. Et moi, je suis plutôt de l'école Steelers, où pour moi la stabilité dans un coaching staff, c'est une grosse quelque chose de tellement important, et moi j'espère que les Bills seront là encore avec McDermott pour les 10 prochaines années, si c'est à chaque fois en playoff, même si on gagne jamais un Super Bowl. Et de la même façon, je suis halluciné que Greg, tu me diras ce que t'en penses, que le coach des Falcons se fasse virer alors qu'il est en train de monter son équipe, quoi. J'ai l'impression que les présidents et les propriétaires appuient sur le bouton de siège éjectable des coachs beaucoup trop facilement dans une ligue qui est avant tout une ligue de coach, et je suis un petit peu halluciné que Harbaugh se retrouve sans équipe. Alors j'espère pour lui qu'il va vite rebondir, qu'il va trouver un endroit où on saura apprécier son travail, parce que je trouve un petit peu hallucinant qu'il s'en aille. Bah justement, Greg, rebondis là-dessus. On est en plein coach carousel, du coup, le licenciement de Raheem Morris du côté des Falcons. Un avis? Bah, je vais pas dire que je suis totalement surpris non plus, parce que c'était quand même dans les tuyaux depuis quand même un bon mois. Ce qui laisse un peu, on va dire, sceptique, c'est qu'en effet, on avait quand même une défense qui était enfin dominatrice cette saison. En tout cas, qui semblait l'être. Donc, on s'était dit, bon, ce serait peut-être bien de continuer de s'appuyer sur cette défense. Sauf que, bon, malheureusement, quand il y a enfin une bonne défense à Atlanta, il n'y a plus d'attaque. Bon, hormis Bijan, je caricature volontairement, bien entendu. Mais c'est sûr que je rejoins ce que dit Olivier. C'est vrai que le coup de la guillotine après 2 ans, c'est sans doute un peu prématuré. Après, je pense que c'est aussi un mini aveu d'échec de se dire, est-ce que vraiment c'est la bonne personne sur laquelle on a misé? Pour moi, c'est pas à mettre éventuellement sur la même échelle que ce dont vous parliez juste avant, à savoir John Harbaugh, qui faisait vraiment partie des meubles, et où là on est vraiment sur une politique côté Ravens, on se disait que peut-être vraiment on était arrivé à une fin de cycle, un petit peu comme ce qui s'était passé à la fin des années 2000 avec Brian Billick, malgré tout ce qu'avait très bien fait Billick à l'époque, et notamment le Super Bowl gagné en 2000. Je pense qu'on n'est pas exactement dans la même situation, et qu'à partir du moment où le propriétaire Arthur Blank à Atlanta, qui pourtant habituellement est assez patient, s'est dit que le general manager faisait plus l'affaire, ce qui en soi pour moi est quand même assez véridique, vu ce qu'on a vu ces dernières années. Il suffit de voir la gestion du cas Cousins-Penix pour comprendre un petit peu l'étendue du problème. Je pense que voilà, ils sont décidés à repartir d'une page blanche, avec même le président qui a été lourdé par la suite. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire table rase avec le nouveau cap potentiellement récupéré avec le potentiel cut à venir de Kirk Cousins. Donc on va repartir sur des fondations, on va repartir de zéro. Je suis pas totalement étonné encore une fois, mais en effet je partage l'opinion d'Olivier c'est sans doute un des licenciements les plus étonnants de cette intersaison, en tout cas à mon sens.
Et sinon, dans les licences, dans le coach carousel, on a eu pas mal de licenciements, effectivement. Il y a pas mal de places libres. Si vous devez imaginer un poste pour notamment John Harbaugh, vous citeriez quelle équipe dans les quelques équipes à poste vacant? Les Giants, Olivier? je pense. Les Giants, ouais. Ah, les Giants pour Pierrot, ouais. Et tu penses que ça peut bien matcher? Oui. Oui, parce qu'il connaît la NFC East, parce que c'est un ancien coach des Eagles. Hein, il a été special team coordinateur chez nous. Il y a des jeunes joueurs. Ce qui fait la force des Giants, c'est qu'il y a des jeunes joueurs. Il a, je pense, le franchise quarterback en darts. Peut-être qu'il faudrait drafter peut-être 2 receveurs, peut-être. Mais il y a du talent. Je pense que c'est une équipe qui manque de structure. Et que lui pourrait justement ramener, je pense qu'il y aura des cordeaux offensifs, voire cordeaux défensifs qui pourront justement, ils vont vouloir bosser avec lui. Donc je pense que les Giants peuvent être une bonne place pour lui, sauf que les Giants, ils sont en train de discuter avec l'ancien coach des Browns. Notamment, mais l'ancien coach des Browns, j'ai l'impression qu'il discute un peu avec tout le monde. Si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'il n'est pas en interview avec les Falcons? Après, mais aujourd'hui, quand tu regardes un peu le palmarès des Browns, moi, à mes yeux, c'est peut-être le meilleur coach qu'il y a eu depuis un moment, tu vois, pour les Browns. Donc, j'allais justement demander à Olivier, à Greg, ce qu'il pensait des éventuels candidats. On parlait de Stefanski, je pense qu'on parlait de Kubiak. Il y a 1 ou 2 autres noms qui m'échappent qui sont passés aussi. Au niveau des coachs qui peuvent trouver un poste pendant l'intersaison? Ouais, et qui aimerais-tu voir du côté des Falcons, du côté d'Atlanta? Ah, moi je l'ai dit, depuis le départ d'Harbaugh, je pense que ce serait bien d'avoir un coach comme ça à Atlanta pour structurer un petit peu globalement l'équipe. Et encore une fois, ce sera beaucoup lié à la nomination du futur general manager. Ouais. Et je sais qu'à Atlanta, on fait pas des très bons choix en tant que head coach, donc je rejoins globalement ce qu'a dit Moon. Hein. C'est sûr qu'a priori, les Giants, sur ce qui est mis en place, on va dire au niveau organigramme, ça fait plus de sens que potentiellement Harbaugh rebondisse chez eux. Au niveau des coachs, c'est intéressant. Alors, à Atlanta, je t'avoue que franchement, je sais pas du tout dans quelle direction ils veulent aller. Après, il y a un coach en tout cas qui est très courtisé. Je sais pas s'il le sera par Atlanta. C'est a priori Jesse Minter. Puisqu'on parle d'Harbaugh, il y a le frérot notamment. J'ai dit il y a le frérot qui le connaît, mais Jesse Minter est aussi passé par Baltimore il y a pas si longtemps que ça aussi. Champion national à l'époque avec la grosse défense de Michigan en universitaire. Donc là aussi, les Giants à une époque étaient intéressés. Je crois que les Titans ont tâté un petit peu le terrain. Il n'y a rien de vraiment officiel, surtout qu'en plus, tant que Minter est en play-off, je pense qu'il y a faut peut-être trouver le bon créneau pour que les interviews se fassent. Mais je pense oui que ce sera un coach assez courtisé. De base, je partais sur des coachs plutôt défensifs, plutôt des cordeaux défensifs. Mais bon, en attaque, il y a des Kubiak. Je n'écarterais pas totalement un Joe Brady. Même si je pense que c'était l'occasion rêvée peut-être pour les Bengals, par exemple, d'aller le récupérer pour l'associer de nouveau à Joe Burrow. Mais après, en soi, s'ils veulent garder Zach Taylor, le fait qu'on n'en sache pas plus sur ce que peut donner Brady en tant que head coach, je ne sais pas si ça vaut forcément le coup de faire un all-in. Effectivement. Et selon vous, il y a d'autres coachs qui vont perdre leur place ici, dans les semaines qui arrivent, si oui, lesquels? Olivier Rival, peut-être? Sean McDermott, du coup, non. Je peux t'assurer qu'il y aura du monde pour réclamer sa tête si ça se termine rapidement. Après, j'ose imaginer qu'il est quand même défendu par pas mal de gens. Mais oui, effectivement. Après, non, je suis pas dans le détail des listes de coachs qui risquent de sauter. Après, par rapport à où Harbaugh pourrait rebondir, il y a peut-être aussi un intérêt si il a envie de se remettre au travail sur la construction d'une équipe. Il y a de quoi faire à Tennessee pour le coup. Avec beaucoup de... Ce serait très courageux. Quoi. Ouais, mais écoute, je sais pas. Il y a beaucoup de place dans le cap. Il y a un jeune quarterback avec lequel il peut travailler. Et il n'y a pas forcément l'énorme pression qu'il peut y avoir dans d'autres franchises. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la pression, il y en a moins. Pour répondre à ta question, de rumeurs du côté des...
Il y a quand même pas mal de rumeurs du côté des Packers qui dit qu'en cas de défaite samedi contre les Bears, Lafleur serait en danger. Il y a un changement de président en plus, donc ce serait pour marquer son emprunt. À voir. Ouais, j'avais parlé peut-être j'écarte pas totalement les Dolphins. Mike McDaniel, on sait que sa situation est encore un peu en cours d'évaluation. Il y a un nouveau general manager qui doit arriver. C'est pas impossible que le general manager se dit bon bah en fait, ils ont sondé beaucoup d'anciens ils sondent beaucoup de personnes de l'organigramme des Niners. Donc il y a peut-être la volonté de le conforter en disant bon bah tu vas travailler avec quelqu'un vraiment que tu connais potentiellement, si c'est vraiment quelqu'un avec qui il a côtoyé du côté de la Californie. Mais j'écarte pas complètement encore la possibilité McDaniel à Miami, vu le contenu qu'on a vu ces derniers mois qui était plus qu'irrégulier à mon sens. Ouais, clairement. Ouais, c'était pas brillant. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour de cette. Et vous le voyez pas chez les Jets coaching. Chez les Jets. Personne ne le voit chez les Jets. Moi, je pense que ce serait un gros challenge. Non, je pense pas les Jets, mais moi, Tomlin, je le vois partir, les gars. Ouais. Il perd le premier tour des playoffs, moi je suis pas sûr qu'il le garde. Ce serait dingue de voir Harbaugh et Tomlin partir sur il y en a beaucoup qui réclamaient sa tête l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ouais. Moi je pense qu'il est pas à l'abri. Il pourrait être à l'abri s'il passe un premier tour et qu'il arrive au deuxième tour, mais perdre au premier tour, et de mémoire je crois qu'il joue, c'est chez les Steelers. À domicile contre les Texans, contre Houston. C'est à Pittsburgh, c'est bien ça. Tout dépend de quelle manière ils perdent, à mon sens. Aussi, c'est pas dégueulasse. Il saute, ça ferait 3 des 4 coachs de la division qui seraient out. C'est quand même un peu radical. Ouais. Et le coach des Bengals se fait peut-être sauver le cul par la blessure de Joe Burrow, d'ailleurs. Après, pour le fun, ça serait bien que Harbaugh il aille aux Cleveland Browns. Ça serait rigolo. Pour le fun. J'avoue que ça serait sympa fun. avec Super Sanders. Franchement, moi je le vois bien. Et du côté de Baltimore, est-ce qu'Todd Monken pourrait prendre le poste d'entraîneur principal, ou c'est peut-être un peu tôt, ou simplement pas le profil? J'ai vu qu'il a été interviewé par les Browns, je crois. En tout cas, il y a une demande d'interview qui a été faite. Todd Monken, c'est un cas un peu particulier parce qu'il a déjà été entraîneur principal en universitaire. C'était pas non plus un gros programme à l'époque, de mémoire, c'était Southern Miss. C'est un super coach offensif qui a notamment permis à Georgia d'être champion national quand il gérait l'attaque. En head coach, je sais pas. C'est un peu l'arbre Dirk Cutter, ce type de coach-là, où du coup, bon, tu te dis, ok, en attaque, il peut faire du bon taf. Est-ce qu'en coach vraiment principal, sur la durée, ça peut tenir un vestiaire? J'en suis pas sûr à 100%, mais je pense que les Ravens, peut-être tendront l'oreille au moins pour entendre son discours et voir ce qu'il espère apporter à la franchise, mais je sais pas si ça irait plus loin que ça. Ouais. Ok, écoute, je pense que là on va fermer le volet coach, sauf si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. Mais on a les playoffs qui arrivent, on a la saison qui se termine, on a des wildcards qui s'annoncent quand même assez indécis. Je me disais que c'était quand même une des saisons où c'est très difficile de ressortir un gros favori. On pourrait faire dès maintenant un petit tour des prédictions. On peut y aller en ordre chronologique. Je pense que c'est pas plus mal. On a peut-être le match le moins indécis entre les Panthers et les Rams, bien que les Panthers ont réussi à surprendre les Rams il y a quelques semaines. Je sais pas ce que vous en pensez, mais de mon côté, j'imagine mal les Panthers réaliser une deuxième fois cet exploit, surtout pas en play-off. Mais voilà, Olivier Lezèvre, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que tout est possible. C'est chez les Panthers. Maintenant, le QB des Panthers, on le connaît, il est un peu... au niveau fiabilité, c'est pas foufou. Donc, mais bon, rien n'est impossible, mais je dis quand même les Rams qui gagnent ce premier tour des playoffs samedi à 22h30. Ok, Pierrot, ton avis? Ouais, pas grand chose à dire sur le match, je vois pas trop quel argument on pourrait imposer à la victoire des Rams, quoi. Effectivement. Coach Moon?
Pareil, mais après, on sait que les playoffs sont remplis de surprises. Je pense que je pourrais mettre une petite pièce sur les Panthers. Ah. Ouais. Mais un truc genre 27-24, truc comme ça. Ouais. Un peu un match comme celui qu'ils ont eu en saison régulière. Ouais, parce que le problème des Rams, alors, franchement, ça joue bien, mais des fois, ils se retrouvent dans des choses un peu invraisemblables, tu vois, donc j'aimerais mettre une petite pièce quand même. Greg, toi aussi? T'as cette audace? C'est une division qui te parle en plus, donc... Pas forcément. On a été suffisamment sympa pour battre les Saints et leur donner une place en playoff. Je pense que les Panthers, c'est sympa, c'est bon. Après, ça vaut autre chose. Le ticket, c'est pour... non. Pour parler plus sérieusement, oui, en effet, les Panthers avaient réussi à gagner. Comme l'a dit Moon, c'est vrai que les Rams ont eu cette fâcheuse habitude cette année de partir un petit peu dans tous les sens sur certaines parties. Le meilleur exemple étant celui des Seahawks, le dernier, un match qu'ils doivent jamais perdre et qui perdent quand même dans des circonstances un peu abracadabrantesques. Ouais. Je pense quand même, encore une fois, on est en play-off et je pense qu'ils ont quand même toujours cette force de frappe et ils ont surtout cette capacité défensivement à élever leur niveau de jeu. Et je ne sais pas si Carolina peut faire mieux que ce qu'ils ont déjà fait en saison régulière, ce qui est déjà très bien, parce qu'il y a quand même, pas plus tard que l'année dernière, la défense de Carolina, c'était une vraie passoire. Donc qu'ils aient réussi à rectifier le tir dans ce domaine-là, c'est bien, mais je pense que les Rams ont quand même suffisamment de playmakers en défense, ne serait-ce que sur la ligne défensive, pour pouvoir vraiment faire dérailler en termes de rythme Bryce Young et finir par s'imposer petit à petit. Ouais. Olivier? Écoute, comme tout le monde l'a dit, on n'est jamais sûr de rien en NFL. Et par contre, ça m'énerverait assez que les Panthers le gagnent parce que... on peut en parler de ce dernier match. Parce que je trouve que c'est un scandale qu'ils soient là, quoi. Alors déjà, leur fiche est mauvaise, mais en plus, ils ont perdu la semaine dernière le match coup près. Et le fait que les Saints, je suis désolé Greg, mais que les Saints perdent ce match, c'est d'une injustice incroyable. Donc il y a aucune raison pour que les Panthers soient là, quoi, en fait. Donc j'espère qu'ils vont perdre, juste pour le karma. Après, est-ce qu'on n'aurait pas tenu tous le même discours si c'était le même discours pas exactement, mais si c'était les Tampa Bay? On les voit pas non plus inquiéter les Rams. Moi, personnellement, je vois pas plus Tampa Bay inquiétant que les Panthers. Non, moi non plus. En tout cas, je suis content parce que je suis venu en me disant qu'Olivier serait moins incisif vu que les Chiefs sont éliminés. En fait, il s'en prend aux Panthers. C'est terrible. Il trouve des cibles qui n'ont rien demandé à personne. C'est terrible. On passe à la suite. Là, ça va être pour Pierrot. Pierrot, c'est de quoi on va parler. Déplacement des Packers du côté des Bears. C'est un match qui est beaucoup plus ouvert. Les pronos partent un petit peu dans tous les sens. Moi, personnellement, je vais donner mes petites faveurs. Ça va te faire plaisir aux Packers. Mais c'est un match très ouvert. Je sais pas ce que toi t'en penses. Je sais que t'as pas toujours été très optimiste cette saison, mais on a vu que les Bears étaient aussi capables de montrer du bon et du beaucoup moins bon. Ouais, jusqu'au match numéro 2 là, et l'onside kick avec les mains foreuses de Dobbs, on les a toujours tenus, on était toujours dans le match. Moi, je pense que clairement la clé, ça va être d'arrêter Swift et Monagai. Et j'attends quand même Jordan Love sur ce match, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, il a son super contrat et tout, là, c'est maintenant qu'il faut justifier le truc. Je dirais quand même le retour de Zach Tom pour nous, qui sera assez important sur le O-line. Après, j'y vais quand même avec les Bears, que j'ai tellement peur du coaching de Lafleur et de nos nombreux blessés qui nous font quand même très mal en défense, quoi. Voilà qui nous fait une Greg, il mise contre son équipe. Olivier, toi, qu'est-ce que t'en penses? Olivier Rival? Écoute, tu sais, comme je suis toujours très dubitatif face aux Bears, mais à force de les voir gagner, on pourrait commencer à croire en cette équipe. Et je suis très déçu par les Packers parce que je pensais qu'ils feraient une bien meilleure saison que ça. Je commence à douter de Love sur un certain nombre de points. C'est un petit peu... donc ça s'annonce indécis. Moi, je joue les Packers parce que je reste encore... voilà, il faut encore que les Bears me prouvent quelque chose. Là, j'y crois toujours pas aux Bears, en fait. Je suis totalement dans ta team, là, tu le sais. On passe d'un Olivier à un autre Olivier. Écoute, moi, personnellement, j'arrive pas à savoir qui va gagner. C'est une bonne analyse, j'aime bien. Il y a deux quarterbacks qui sont fébriles. On ne sait pas ce qui... Donc, on va voir. J'ai pas...
Je sais pas quoi te dire. On va voir. C'est bien, tu ne te mouilles pas. Écoute, t'as bien raison. Coach Moon? Pas facile. Je crois que c'est le match le plus compliqué. Si Jordan Love joue, moi je dirais Green Bay, parce que les Bears sont très inconstants. Tu vois. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Et pendant toute la saison, ça a été comme ça. S'ils ne jouent pas, je pense que les Bears vont gagner, mais ça va être un match accro. Mais je mets une pied sur les Bears, sur les Packers. Ça marche. Greg, pour terminer. Moi, je pars du principe que c'est compliqué de se dire que forcément les Bears vont gagner. C'est quand même 2 matchs qui se sont joués limite au coin toss. Donc vraiment, ce qui est sûr, c'est qu'a priori, on n'aura pas un match qui va jouer à 10 ou 15 points. Maintenant, moi, je sais pas si j'arrive encore à m'emballer sur Caleb Williams. Il est capable il est capable d'avoir des petites montées de tension. Tu as su t'emballer sur Caleb Williams. Oui. Non mais voilà, il est capable d'avoir des petits coups de sang, notamment sur certains fins de match. C'est indéniable, hein, le nombre de matchs que les Bears ont gagné en fin de rencontre, ça on peut pas leur retirer. Il est plus clutch que talentueux, effectivement. Maintenant, voilà, c'est plus ça qui m'embête. Là encore, je le disais, en termes de défense, je sais que Dennis Allen est très bon dans ce qu'il fait du côté de Chicago. Je sais que Jeff Hafley, et c'est ce qui lui vaut aussi les interviews de la part de certaines franchises, il est aussi capable de lever un petit peu le curseur. Donc, même si tout n'est pas rassurant du côté des Packers actuellement, à l'inverse des Bears qui ont vraiment le vent en poupe, encore une fois, on reste sur un mode playoff, sachant que les Packers sont quand même perdus à Chicago. Pierre le rappelait tout à l'heure, dans des circonstances qui étaient quand même un peu loufoques, à un onside kick près et à une prière sur laquelle Keyshawn Nixon a été moins inspiré qu'au match aller. Mais honnêtement, voilà, c'est un match où je privilégie l'expérience et je me dis Green Bay dans le sillage un peu de ce qu'ils ont fait il y a 2 ans, notamment avec une victoire entre guillemets surprise à l'extérieur d'entrée, peut éventuellement s'imposer du côté de l'Illinois. Effectivement, je vous rejoins là-dessus. Mais donc on va passer à la suite, et la suite ça va concerner Olivier, qui parlait de ce déplacement, alors déplacement périlleux ou pas du côté des Jags pour les Bills? Périlleux, oui, forcément. Les Jaguars ont une jolie fiche. Je les ai pas assez vus pour vraiment avoir un avis sur cette équipe, pour être franc. Je les ai vus à Londres et ça pourrait te rassurer. Mais bon, le lot a coulé sous les ponts depuis. Je trouve que par contre, c'est une équipe qui a vraiment été transformée par son changement de coach pour le coup. Que c'est une équipe dangereuse. Ce qui me fait peur, c'est leur super kicker qui pourrait nous sortir le kick de la victoire à la fin. Ça nous pend un peu au nez parce qu'on est habitué à craquer sur les fins de match. Du côté des Bills, je suis forcément moyennement confiant, même s'il y a des choses qui me plaisent un peu plus ces dernières semaines. On est quand même sur une équipe qui est pas au top. On n'a pas ce qu'il faut sur le jeu profond pour être vraiment aussi efficace qu'on voudrait l'être. Mais bon, je vais pas jouer contre les Bills. On a quand même de l'expérience dans ce genre de match. Il va y avoir quand même beaucoup de pression sur ces Jags qui n'ont pas l'habitude d'être là. Donc j'espère que l'expérience va faire qu'on passe cet obstacle-là. Mais c'est certainement pas un match facile, même si je pense qu'il y aurait pu avoir pire par rapport au positionnement qu'on avait dans ce tableau de playoff. Effectivement. Moon, ton avis? Moi, mon avis, c'est que je pense que les Bills ne vont pas gagner le match. Je ne les vois pas gagner. Il y a trop d'incertitudes en défense. Il y a manque de cohésion chez les receveurs. Allen, c'est pas le même Allen que l'année dernière quand il a eu son titre MVP. Et je pense très, 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 très sincèrement que ça va être un upset. Je pense très sincèrement que les Bills vont perdre. Ok. Pierrot?
Ouais, bah là, c'est le match le plus difficile à prédire pour moi. Si j'ai bien compris, les Jags, c'est la meilleure défense contre la course, contre les Bills qui doivent avoir la meilleure attaque contre la course. Donc, je pense que le match-up, il va jouer par là, quoi. Je dirais que la pression, elle est sur les Bills. Je sais pas trop comment ça va se passer. Puis le factor X, c'est effectivement le kicker des Jags qui peut envoyer des sacrées pralines. Perso, j'y suis avec les Jags, mais je trouve que c'est vraiment le plus dur à prédire de mon côté, en tout cas. Ouais, tout à fait. Olivier, le zèbre. Moi, j'ai envie de vous dire, direct, Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence. T'as l'air plus sûr que pour Bears Packers, effectivement. Il serait temps qu'il montre ce qu'il a dans les cheveux, tu vois. En tout cas, il ne détient pas sa force de ses cheveux. Voilà. Et donc, les Jags pour toi? Les Jags pour moi. Ok. Et Greg? Ouais, j'essaie de me remettre du lance-flamme lancé par Moon sur les Bills. J'ai hâte qu'Olivier parle de Philadelphie tout à l'heure, hein, vraiment. On y venait justement. Ça va être quelque chose. En plus, il les adore. J'ai l'habitude de les allumer, les Eagles, mais je les allume rarement cette année. Tu vois. Donc, Moi cette année. Moi cette année, ouais, beaucoup moins. Plus sérieusement, alors je reprends ce que je disais tout à l'heure. Je suis pas rassuré par Caleb Williams, je suis toujours pas rassuré par Trevor Lawrence et ce qu'il peut donner en playoff. Après, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure à 100%. Oui, Josh Allen en effet n'est pas à 100%, et ça c'est mon principal degré d'inquiétude. Il y a un match-up qui m'intrigue tout particulièrement vu la saison des deux hommes, c'est James Cook contre Devin Lloyd, si je caricature un petit peu un match dans le match. Et je ne serais pas étonné, surtout vu ses aptitudes en couverture, que Lloyd soit souvent sur le dos du coureur de Buffalo. Maintenant, encore une fois, McDermott, je trouve qu'on a parlé d'émission quand même au début de la saison et tout. Enfin, à chaque fois, on dit c'est pas fou, Buffalo. Ça fait. Alors, c'est sûr que c'est moins clinquant que ces dernières années. Je vais pas mentir en disant ils ont roulé sur tout le monde en saison régulière. Non, clairement, c'est pas le cas. Après, on a vu, ils ont quand même envoyé un petit message quand même à Foxborough en fin de saison en disant on était mené 21-0. On nous a dit que on était vraiment clairement en retrait par rapport aux Patriots, où on est quand même allé gagner là-bas. Moi, je me dis, je parlais de manière triviale, mais s'il y a bien une équipe qui est capable de sortir les doigts pendant les playoffs, surtout dans une AFC qui est quand même relativement ouverte et qui peut enfin leur permettre d'aller au Super Bowl cette année, je miserais quand même sur les Bills quand même sur ce match-là. Effectivement, et moi je te rejoins. Je suis un peu plus optimiste que vous. J'ai l'impression quand même que c'est malgré tout un Josh Allen qui a pas mal de belles occasions devant lui si ça se passe bien dans ses playoffs. C'est une équipe qui commence quand même à tourner correctement sur la fin de saison malgré tout. Et voilà, donc pour moi, l'expérience peut jouer beaucoup, ce dont les Jaguars ne disposent pas beaucoup en playoff. On va passer à la suite, du coup ça va être Moon sera sur le grill si j'ai bien compris. Les Eagles qui reçoivent la visite de ces bons vieux Niners. Alors il y a pas mal de gens à l'infirmerie du côté des Niners. Est-ce que ça te permet de te rassurer un petit peu sur cette rencontre? Non. Non, c'est pas suffisant. Pour la simple bonne raison que moi je suis un des fervents supporters à ce qu'on mette Kevin Patullo hors de Philadelphia. Même pas hors du vestiaire, quoi. C'est hors de Philadelphie carrément. C'est la ville, Une chasse à l'homme. Il faut qu'il parte parce que tu vois, il y a les détracteurs et j'en connais beaucoup de Jalen Hurts en disant oui, mais c'est Jalen Hurts qui est pas bon, nanana. On l'a vu au match contre les Commanders, des calls invraisemblables, dignes de Madden, tu vois. Et le truc fait que t'es pas rassuré. Moi, je suis rassuré par rapport à la défense, même si notre corner 2, il est pas bon. Voilà, parce qu'on a mis Dory Jackson qui est pas bon, on a mis Ringo qui est pas bon. On a Michael Carter qui est pas bon non plus, donc c'est compliqué. Ça fait beaucoup, effectivement. Ça fait beaucoup. Maintenant, si offensivement on est capable vraiment d'instaurer ce qu'on veut faire, jouer court, courir le ballon, faire courir Jalen Hurts et jouer du foot qu'on a l'habitude de faire depuis 2 ans, ça peut être intéressant. Je pense qu'on peut gagner. Après, ce qui va partir, nous, en notre faveur, c'est que les Niners à Philadelphia, c'est pas top.
et que personne ne peut venir jouer chez nous au mois de janvier, tu vois. C'est clair. Donc pour moi, ça va être fini. Mais ça va être un match étriqué. Olivier Lezèvre, ton avis? Ah, bah alors moi, je crois que clairement, hein, je pense qu'ils vont reprendre une sévère les 49ers. Mais sévère. Non, je pense pas. Ah si. Et je vois au moins, allez, 2 voire 3 TD d'écart. Ah ouais, carrément. Ah carrément. Surtout à Philadelphie, n'oubliez pas. Maintenant, c'est sûr que les 49ers, ils ont envie de faire le Super Bowl chez eux. Mais est-ce qu'ils ont les armes pour aller faire le Super Bowl chez eux? Moi, je suis... À l'infirmerie, ils ont les armes, à mon avis. Voilà, c'est ça. Mais si je demande à ma fille, là, aujourd'hui, si elle choisit entre les 49ers et les Eagles, elle va me dire les 49ers. Parce qu'elle est fan des 49ers. Ah, voilà. Mais là, les armes en attaque, je le dis depuis le début de la saison, même si je ne suis pas un fan des Eagles, mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique quand ça roule bien, en fait. C'est ça. C'est extrêmement frustrant. Je pense que tu n'es pas fan des Eagles. Moi, quand je regarde des matchs et quand je vois que tu sur tes 2 premiers drags, tu marques et après c'est le néant, c'est sûr que tu pètes un câble. Ah oui, les deuxièmes mi-temps avec 0 yard, c'est quand même grossier. Après, ça gagne, hein, bravo. Mais voilà, ça peut pas arriver en playoff, je pense. À la rigueur, peut-être qu'il a envie de faire jouer le banc et tout, tu vois, histoire de pas trop se blesser et pas faire comme les 49ers, avoir du monde dans l'infirmerie. Ou alors, on a fait exprès de jouer aussi mal les 6 ou 7 derniers matchs pour vous dire, hey, on vous a eu, parce qu'on joue comme ça maintenant. ça serait cool. C'est un délire, hein. Je me demandais quand même, en parlant des Eagles... Il est tellement haut que en fait, allez. En parlant des Eagles, en tant que fan des Eagles, Moon, tu t'es pas posé de question sur le fait que ça fasse autant tourner la dernière journée, sachant que les Bears allaient jouer un match compliqué contre les Lions et qu'il y avait le deuxième site qui était accessible. Ouais, il y en a beaucoup qui ont posé la question à Sirianni. Moi, je pense que j'aurais pas fait tourner, j'aurais peut-être fait jouer mes starters premier, deuxième carton. Et c'était peut-être plié en mi-temps. Ouais, puis je pense en plus qu'il évitait les blessures et tout ça, parce qu'on aurait pu avoir numéro 2 seed et jouer les Packers qui m'auraient très clairement rassuré. Ah ouais, voilà. Comment il s'appelle moi, ce qui me fait vraiment peur dans ce match, c'est le QB des 49ers. Parce que je le sens encore fébrile. Il est pas mature. Moi, je trouve qu'il fait quand même son taf. Ouais. Il sort quand même un match, un gros match, hein, où il a lancé 3 TD et court pour 2. Ouais, je trouve que... On en parlera après, il y a le match contre... Après, oui, c'est pas le plus talentueux, mais je trouve que par rapport à ce qu'il a comme arme à disposition, il fait quand même pas trop mal le taf. Olivier, tu voulais dire quelque chose? Olivier Rival, je pense, non? Je me trompe? Oui, écoute, non, mais alors Olivier dit qu'il y aura peut-être 3 TD d'écart. Moi, je suis pas sûr qu'il y aura 3 TD dans ce match tout court, en fait. 3 TD tout court. Et je vois bien un 15-12 ou un truc comme ça, tu vois. Donc, écoute, alors, comme disait, alors j'étais très étonné que les Eagles jouent pas ce match contre les Commanders parce qu'il y avait clairement un site 2 à gagner. Après, comme tu le disais, il y a peut-être aussi pas mal de bluff chez les Eagles. Alors, le match il y a 15 jours à Buffalo, j'étais pas convaincu par les deux équipes. J'avais l'impression que les deux équipes elles jouaient juste ce qu'il fallait mais elles n'étaient pas à fond, ni l'une ni l'autre. D'ailleurs, nous, on a essayé de le gagner avec une transfo à 2 points, ce que tu fais pas théoriquement dans ce genre de match, en étant revenu. Donc, il y a pas mal de bluffs du côté des Eagles, mais je me méfie quand même beaucoup des 49ers parce que c'est une équipe qui va pas se faire massacrer. Je ne crois pas du tout à ça. Et il y a quand même du potentiel dans cette équipe. Donc je pense que ça va jouer de très très peu. Alors moi j'ai mis les 49ers comme ça sur le site des pronos, mais je vais certainement pas louper ce match, même si je suis très déçu derrière parce que ça sera le match après les Bills. Même si on a perdu, je le regarderai quand même celui-là parce que c'est un match qui va beaucoup m'intéresser, surtout que
j'aime quand même beaucoup la défense et qu'on devrait être servi de ce côté-là. Je suis d'accord. Effectivement. Qui n'a pas encore donné son avis sur cette rencontre? Désolé, j'ai perdu un peu le fil. Pierrot, tu avais donné ton avis? Oui, bah moi j'y suis allé avec les Eagles. Je pense que la défense des Eagles elle va se présenter sur le terrain et que ça devrait suffire pour gagner le match. Franchement, les Niners, ils sont décimés par les blessures. Je crois qu'ils jouent avec des linebackers qui sont quasi inconnus. Enfin, j'exagère un peu, quoi. Donc voilà, donc j'y vais avec les Eagles, juste pour la défense. Ouais, je te rejoins qu'il y a un peu trop d'éléments qui sont manquants, que ce soit en attaque ou en défense d'ailleurs du côté des Niners, et une équipe des Eagles qui est quand même championne en titre et qui est pas ridicule. Greg, je ne sais pas si tu avais donné ton prono. Alors, deux premières choses, c'est le match sur W9 dimanche à 22h30. Ah, je suis obligé de le préciser. On pourra entendre ta voix suave. C'est possible. Attends, on sait jamais, je peux tomber malade. Je me le souhaite pas. Ça m'est déjà arrivé cette année, donc je préfère éviter que ça m'arrive de nouveau. Deuxième chose, on sait si le lapin géant revient dans le vestiaire des Eagles pour leur porter chance ou pas du tout? Ils auront besoin d'une grosse patte. Non, tant pis. C'est pour ça. Ça pouvait être un facteur déterminant. Non, plus sérieusement, oui, je rejoins Olivier. Je suis pas partisan de la théorie du 3 touchdowns d'écart. Je pense que les Niners, ça reste bien coaché. Et c'est une équipe qui va se battre jusqu'au bout avec la politique du next man up, quels que soient les joueurs qui seront sur le terrain. Sans parler des conditions. Voilà, c'est ça. Sans parler des conditions climatiques, je pense que ça peut être un match aussi serré que ce qu'avaient proposé les Rams l'année dernière, où ils avaient pas mal enquiquiné les Eagles à Philadelphie déjà. Maintenant, ce qui me paraît rédhibitoire au-delà des absences, c'est que toute la saison, le pass rush des Niners n'a pas été suffisamment performant. Et même si Robert Saleh essaie de compenser, notamment sur le run-stop, face à la O-line des Eagles, une équipe qui est quand même principalement composée dans les tranchées, je me dis que ça peut finir par user les Niners sur 4 quarts-temps, et Jalen Hurts va finir par trouver ses joueurs dans le secteur intermédiaire. Donc honnêtement, les Niners vont être vaillants, vont se battre jusqu'au bout, mais je vois bien quand même Philadelphie l'emporter. Effectivement, je vous rejoins sur ce prono-là. Alors, on passe à la suite. Un match de la nuit de dimanche à lundi qui va m'intéresser plus que vous, sans doute. Donc, il y a peut-être un fan des Chargers qui traîne, je ne sais pas. Un duel, pour moi, assez ouvert entre les Patriots et les Chargers. Pierrot, ton avis? Ouais. Pas facile de plus celui-là. Moi, j'y suis avec les Pats. Non, avec les Pats pour la dynamique du moment, surtout quoi. Je dirais quand même attention à la défense des Chargers qui peut embêter les Pats. Si le match est serré, je sais pas trop avec le manque d'expérience des Pats à voir. Mais ouais, perso, j'y vais avec les Pats. Greg? En effet, il est compliqué celui-là. J'ai un peu de mal avec cette fin de saison des Patriots, pas sur le terrain, mais avec toutes les affaires judiciaires. Là, oui. Je sais pas trop comment ça se passe en interne là. J'ai l'impression que les avocats sont un peu plus chauds que les joueurs pendant les séances d'entraînement, donc c'est un peu compliqué. Là aussi, c'est pareil. Je pense que dans les tranchées, les Pats seront forcément du répondant, mais c'est vrai que cette équipe des Chargers, même si paradoxalement elle a moins bien fini la saison, là aussi, on est sur une équipe qui est quand même bien coachée, avec un Justin Herbert qui traîne un petit peu toujours sa blessure au bras, mais dont on a vu qu'il était quand même capable avec un tout petit peu de temps de lancer. Alors c'est le grand paradoxe parce que moi c'est forcément sur la question du pass pro des Chargers que forcément il y a un point d'interrogation depuis les absences de Halt et de Slater. Forcément c'est pas du tout la même équipe. Maintenant je vois qu'il y a quand même un jeu au sol qui peut poser des problèmes sur un stop des Patriots, un monstre à deux têtes assez similaire à ce que peuvent proposer les Patriots en face, et je me dis que défensivement dans les moments un peu plus clutch, en effet Jesse Minter là aussi peut lever un petit peu le curseur. J'y mettrai pas ma main à couper parce que franchement les Patriots c'est extrêmement solide cette saison, mais peut-être une victoire des Chargers, aller sur un field goal en prolongation pour vraiment pour vraiment ménager la chèvre et le chou jusqu'au bout quoi. Ah, le mec qui souffre, attends. T'as vécu un 28-3 mon grand, t'appelles ça souffrir? Je m'excuse, j'ai oublié à qui je parlais. Moi j'aime bien souffrir sur un field goal en prolongation. Oui, c'est vrai, ça se prend. Faut déjà y être, effectivement. Moon? Moi, je suis pour les Pats. Moi, je pense que les Pats, ils vont gagner. Les Chargers sont encore trop légers. Ces dernières années, ça floppe en playoff. Je
suis pas forcément un gros fan de Herbert, même si je trouve qu'il est bon. Mais je trouve que sur les grands moments, il est plus là. Il est plus là. Honnêtement, je ne vois pas comment ce match peut échapper aux Patriots. Je ne vois pas comment. J'aime ton optimisme pour les Pats. Il y a quand même quelques questions pour moi, mais j'ai vraiment l'impression que le point faible de cette Chargers, c'est effectivement une ligne offensive qui parfois est beaucoup trop poreuse. Mais je trouve que le pass rush des Patriots, c'est pas assez tranchant. Le retour de Milton Williams peut faire du bien à ce niveau-là. Ça, c'est clair. Ça peut faire une différence. Mais on a un peu, pour moi, un point faible sur point faible. Donc ça peut faire la différence. L'expérience de playoff, forcément, les deux équipes sont un peu en manque d'expérience, mais ce sera une grande première pour May. On verra ce que ça donne. L'absence de McCollins, qui était un peu sa safety blanket malgré tout en saison régulière. Il y a quelques éléments qui font que c'est un match qui va être super ouvert, parce que c'est deux équipes qui sont, selon moi, très 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 bien coachées. Donc, et voilà, ça devrait être tendu du début à la fin. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier. Olivier Rival, pardon. Lequel ? Écoute, tu connais mon tableau idéal, donc j'ai forcément joué les Chargers parce que je voudrais qu'il y ait un dernier match au Ralph en finale de conférence. Ça pourrait être rigolo, mais en dehors de la plaisanterie, je suis encore un petit peu dubitatif sur la qualité réelle de tes Patriots, même si effectivement c'est une bonne équipe, mais finalement c'est malgré tout leurs critiques ont raison, ils ont battu personne, mis à part nous en début de saison. Mais il n'y a aucune équipe avec une fiche positive qui est tombée sur les Patriots. Donc là, on va savoir peut-être déjà, parce que je pense que les Chargers, c'est une équipe intéressante, qui a un petit peu d'expérience. J'aime beaucoup Herbert, donc on va voir déjà ce que ça donne. Je pense qu'ils sont quand même favoris, tes Patriots. Faut pas, surtout, je sais pas le temps qui annoncé à Foxborough ce week-end, mais pour les Chargers, ça va être un petit peu brutal peut-être. Donc ils sont favoris. Moi, j'ai joué les Chargers pour le fun, mais quand même les Patriots devraient être favoris sur ce match. Olivier Lezèbre. Moi, je vois les Patriots gagner tranquillement chez eux, à la maison, Gillette Stadium. Et malheureusement, j'ai trouvé que même si j'étais chaud en début de saison pour les Chargers, avec l'arrivée d'Arbo et tout, mais je ne les sens pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ça marche. Bah, écoutez, faveur pour les Patriots, mais un peu d'indécision malgré tout. Et on termine avec un match dont on a déjà très légèrement parlé en ouverture d'émission. On a quand même un duel qui sur papier est quand même indécis. C'est clair que c'est pas les deux attaques les plus flamboyantes cette saison, mais on a quand même deux défenses plutôt costaudes. Donc on va plus parler à mon avis du côté défensif que du côté offensif. Mais un chouette duel. Les Steelers reçoivent les Texans. Écoute, Yellow, ton avis? Oui, en effet, c'est deux équipes qui, je trouve, en effet, se ressemblent quand même beaucoup. Alors, pas forcément sur la dynamique, ça c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, je trouve que cette équipe de Houston, vraiment, on parle d'équipe bien coachée. Là, arriver à gommer les imperfections de cette équipe de Houston de la part de DeMeco Ryans, c'est... Ah ouais, là, ça mérite un prix en fin de saison. Il l'aura pas, mais ça pourrait. Pour le coup, c'est vrai que au-delà du fait que ça se joue à Pittsburgh, ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose vu la situation actuelle de Pittsburgh, qui va quand même récupérer DK Metcalf. Enfin, c'est pas quand même négligeable vu ce qu'on a vu ces 2 dernières semaines où limite Aaron Rodgers fermait les yeux et lançait des prières sans ses passes. J'exagère volontairement, bien entendu. Moi, c'est vrai que sur un match de grosse défense ou qui se joue à Pittsburgh, vu d'où reviennent les Steelers, face à une ligne offensive des Texans qui, moi, me rassure toujours pas, surtout la ligne intérieure, et en plus, manque de bol en face, et quand même des Hayward, Arbonne, Benton et compagnie, donc je pense qu'il y a quand même moyen de générer un petit peu de pression. Et puis un autre point justement qui est plus ou moins lié à la ligne offensive, c'est que quand je regarde les deux jeux au sol, celui des Steelers n'est pas ouf.
entendons-nous bien. Mais je trouve qu'il y a quand même des joueurs comme Warren et Gainwell qui sont capables d'envoyer vraiment des big plays au moment justement extrêmement clé. Alors que du côté de Houston, malheureusement, notamment du fait des blessures, c'est beaucoup plus compliqué et la jeunesse, notamment sur cette position-là, ou la fragilité s'il y aura Nick Chubb, mais j'en suis pas sûr à 100%, ça peut quand même me paraître un peu rédhibitoire face à une défense du standing des Steelers. Donc même si, en effet, les Texans, de par ce qu'ils ont montré ces dernières semaines, sont favoris, j'irais plutôt avec les Steelers sur ce match-là, parce que je pense que ça va niveler les écarts. Olivier Le Zèbre, ton avis? Le niveau, il est quand même au-dessus chez les Steelers. On a une vraie équipe, une équipe de briscards, même si ça me fait mal à la bouche de dire ce mot Steelers. Je préfère dire à la rigueur Black and Yellow. Aaron Rodgers, l'expérience. Qu'est-ce que tu veux faire à 40 piges, il est en play-off, il est bien. Bon, certes, il lui manque son DK Metcalf, mais on a bien vu là au dernier match qu'ils ont trouvé les solutions. Bon, le jeu au sol, ça roule. La défense, et puis les Texans, c'est pas du même level. Ils n'ont pas joué les mêmes équipes pendant la saison. On a quand même un grade au-dessus avec les Steelers. Donc moi, je vois les Steelers gagner. En plus, si je ne me trompe pas, c'est chez les Steelers. Alors, c'est un peu comme les Eagles. Va gagner chez les Steelers. Faut ramer, les gars. Donc, moi, je vois les Steelers gagner. C'est noté. Pierrot? Ouais, pas évident celui-là. Moi, c'est plutôt l'attaque des Texans qui me pose problème, quoi. Je trouve que je vois pas trop des armes qui peuvent embêter les Steelers, mais de l'autre côté, je vois pas trop comment les Steelers vont marquer des points. Donc ça risque de jouer à pas grand-chose cette histoire. Et allez, je vais dire que Rodgers peut sortir l'action qui fera changer le match. Allez, avantage Steelers pour toi, Olivier. Écoute, si le match était à Houston, je serais pleinement convaincu pour les Texans. À Pittsburgh, après être passé encore par miracle le week-end dernier du côté des Steelers, ils peuvent encore trouver le moyen de le faire. Donc ça va être sans doute compliqué pour ces deux équipes. Il va pas y avoir non plus beaucoup de points. Je regarderai bien ce qu'ils annoncent côté météo aussi du côté de Pittsburgh. Donc ça va être à l'ancienne ce match, hein. Et dans ces cas-là, peut-être que l'expérience de Rodgers fera la différence. Ça va pas se jouer à beaucoup, je pense. Mais je suis d'ailleurs très très étonné par ce tableau des premiers matchs là, parce qu'il y a pas de match où je vois clairement une équipe, quoi. Les 6 affiches me plaisent beaucoup de ce point de vue-là. Il y aurait eu les mêmes équipes dans des autres configurations. Voilà, mais là, pour le coup, il y a 6 matchs qui me plaisent et celui-là devrait se jouer à pas grand-chose non plus. Effectivement. Et Moon, pour terminer. Moi, je suis un peu comme vous. Hein. Pas facile. Pour moi, franchement, c'est un match à voir. Je pense que ça va être, comme dit Olivier, ça va être un match à l'ancienne. Pour les amateurs de défense. Les deux défenses, ils vont un peu étouffer les deux attaques. Je pense que ça va être vraiment un low scoring game. Ouais. Mais je mettrais les Steelers, un coup de pied de Boswell pour redonner un souffle à notre ami Tomlin pour pas qu'il se fasse dégager. Il n'en loupe plus en plus en ce moment et il est nickel Boswell. Si c'est pas un extra point, ça devrait le faire. donc voilà, tu vois. Donc ça va, mais ça va être. Je pense que ça va être un match qui va être intéressant à regarder. Parce que je pense qu'offensivement, tu vois, je te dirais que pour moi les Steelers, c'est un tout petit peu plus intéressant. Parce que Rodgers, il a l'habitude des playoffs et tout ça. Défensivement, Houston, c'est intéressant aussi. Mais ouais, ça va se jouer. Je pense que ça va être un low score game. Je vois vraiment un truc genre 16-13 ou 14-10 ou un truc comme ça, tu vois. Ouais.
Je pars là-dessus aussi. Oui, pour moi, avantage Texans parce que je trouve on sait que leur défense est bonne, mais elle est vraiment plus que bonne. Elle est méga impressionnante à regarder. Ouais. C'est 17 points encaissés par match. C'est super costaud. Les Steelers, ils ont de très beaux noms défensivement, mais ils ont quand même eu des matchs où c'était très décevant. Les statistiques ont été moins bonnes. Force est de constater qu'ils ont su faire les plays quand il fallait les faire. Mais au niveau offensif, vous l'avez tous dit, je vous rejoins, c'est pas brillant, mais malgré tout, ça peut donner un match intéressant. Et c'est clair que pour les amateurs de défense, c'est un pur vrai match de playoff qu'on aura devant les yeux. Pour conclure cette émission, j'aimerais quand même bien vous poser une petite question, vu que c'est l'entame des playoffs. Qui dit playoff dit prono NFL, qui dit prono NFL dit Super Bowl. Une petite prédiction sur le Super Bowl avant l'entame des playoffs. Moon, tant que t'as le crachoir. Bien sûr, je te dirais les Eagles, mais même si je suis très peu convaincu, j'avoue. Contre qui? Peut-être une surprise, les Jaguars. Ok. Ouais, c'est audacieux, j'aime bien. Les Jaguars. J'aime bien. Avec toutes les têtes de série, de série se faisant éliminer. Pourquoi pas, c'est vrai que c'est méga ouvert parce que les têtes de série sont pas non plus des dominateurs impressionnants. On parle pas trop de Denver qui n'a pas fait une saison, il a fait une super saison au niveau du record, mais dans les matchs c'était parfois un peu compliqué. Les Seahawks, on sait qu'il y a Darnold à la tête de l'équipe qui peut parfois foirer un petit peu dans les moments importants, donc oui, c'est très ouvert. C'est très possible. Olivier, le zèbre? Alors moi je dirais les Eagles. Ok. Comme d'hab. Je reste ferme là-dessus. Maintenant, de l'autre côté, allez, j'y vais au panache. Allez, les Denver Broncos. Ok, ça marche. Bon coaching, bon QB, voilà. Allez. Pierrot, à toi? Ouais, j'y vais avec Rams contre les Pats. Les Rams, je les vois bien. Par contre, en AFC, je trouve que c'est vraiment une pièce en l'air, quoi. Je vois vraiment pas qui domine. Olivier Rival. Écoute, alors, la semaine dernière, j'avais dit, on m'a posé la même question, j'ai dit les Ravens. Alors, tu vois, pour te dire comment je me suis planté. C'est pour ça que je te repose la question. Écoute, je vais dire un Seahawks Bills qui serait assez spectaculaire. Effectivement. Yellow. Alors moi, je suis une banalité absolue. Ils ont un peu du mal face aux Eagles ces dernières années, mais je l'ai dit tout à l'heure, les Rams en NFC, je les écarterai pas tout de suite. Ouais. Et les Bills, allez, quand même en AFC, quoi. Faut y aller, quoi. C'est le moment, bordel. C'est maintenant, quoi. Un petit Bills Rams. Bon, perdu par les Bills, mais un petit Bills Rams. Un bon 0-5, Olivier, ça te fait pas plaisir? Non, mais les Rams à San Francisco, ils sont obligés de perdre. Oui, c'est vrai aussi. Moi, j'allais sur un Bills Rams, me disait bien aussi, mais je me dis un Bills Eagles est très envisageable aussi. Et donc voilà. On a fait le tour des matchs de la semaine. Il me reste à vous rappeler d'aller remplir vos pronos sur prononfl.com quand même. D'ailleurs, je sais pas si Rico t'as quelque chose à ajouter. Ouais, je voudrais remercier Olivier Rival parce que la page classement ne marche plus depuis 2-3 semaines. Moi aussi, je voudrais le remercier. Pour ça, remercier parce que le classement ne marche plus, c'est ça? Grâce à lui, j'ai récupéré ma place. Sous l'impulsion des remarques répétées d'Olivier Rival, j'ai travaillé avec mon nouveau stagiaire et maintenant il y a une nouvelle page qui s'appelle Qui gagne, où il y a le classement qui est de nouveau disponible et on a pu réintégrer les semaines où Rémi et moi avions rempli les pronos sous des mauvais comptes. Bref, tout va bien et on se demande tous qui est Marguerite. C'est la grande question de la semaine. Qui est Marguerite? Deuxième au classement. Elle est très forte. Elle est très très forte. Il y a une gestion administrative dont on parle pas assez quand même dans Jeune et Tartiflette. Et en ce qui concerne ce soir, je vais remercier parce que là c'est comme mon frère Greg. Parce que entre Olivier, Moon et Greg Yellow, il y avait quand même une petite touche de recette originale prono NFL. Voilà, donc on va saluer les anciens Christophe d'Amerfoot, Pierre-François Flores de footballaméricain.com. Il y avait qui d'autre Eclipso, je crois qu'il était au début même. Enfin voilà, et ça fait plaisir parce que je suis tombé récemment sur les feuilles d'appel il y a 10 ans quand on faisait ça au téléphone, je sais pas si vous vous souvenez. C'était un peu...
Donc voilà. Donc mine de rien, on est là depuis longtemps et il y en a qui sont là depuis très 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 longtemps. Donc ça fait plaisir de revoir certains. On va se faire voir plus régulièrement pour les playoffs. Et encore, il y a 15 ans, c'était par pigeon voyageur, je me rappelle. Ça sur Papyrus. Exactement. Bah voilà, sur ces entrefaits, je vous souhaite à tous une excellente soirée et d'avance un excellent week-end de playoff. Et ne loupez pas les demi-finales de college. Oui. Pour finir lundi matin complètement rincé. Un petit mot là-dessus quand même, vos pronos rapides. Olivier, ton prono rapide. Écoute, j'espère qu'Indiana va passer et après ça me ferait rire que ça soit Ole Miss avec son coach qui s'est tiré là, ça serait assez extraordinaire. Les autres, vous avez un avis? Pierrot? Oregon. Moi, ça sera Oregon Ole Miss parce que deux équipes que j'aime bien suivre. Voilà. Ok. Ça me fait bien plaisir. Non, je suis du même avis qu'Olivier, même si j'aime bien Oregon, mais Indiana, ils ont montré que cette place-là, elle n'aurait pas été volée. Quoi. Après, dans les équipes restantes, je trouve qu'Oregon reste la plus dangereuse pour eux. Ça, c'est clair que. Oui. Mais voilà. S'ils gagnent la demi, j'imagine mal ce qui pourrait se passer de mauvais en finale. Greg? Non, bah, comme tu dis, j'aurais mis Indiana les yeux fermés, sauf qu'ils rejouent Oregon, qu'ils ont battu en saison régulière, donc avec un bon staff en face. C'est le pire adversaire des 4 qu'ils pouvaient prendre. Donc moi, personnellement, sur le podcast Ball qu'on a enregistré lundi, j'ai pronostiqué Oregon. Donc, mais si c'est Indiana, tant mieux, hein, ça récompensera leur bonne saison. De l'autre côté, franchement, je jette la pièce. Hein. J'y vais plutôt sur Ole Miss. Moi qui faisais partie des gens qui étaient colère quand Miami était devant Notre-Dame. Mais ça, c'est encore autre chose. Après, ils ont plus que prouvé en play-off depuis. Donc si c'est Miami, tant mieux. Après, Ole Miss, ils sont en mission et ils ont peut-être le meilleur quarterback des 4 équipes, à mon sens. Donc, sans vouloir faire un jeu à Fernando Mendoza, mais Trinidad Chamblis, quand ça prend feu, c'est un peu délicat à stopper quand même. Ouais. Donc, Oregon. Olivier Lezèbre, je vais vous dire, les gars, c'est Oregon parce que j'ai encore envie d'avoir une nouvelle tenue. Tu vois, une XM, genre un vert fluo ou un rose fluo avec un casque doré. Voilà. Donc, pour moi, ça sera Oregon. Ça, c'est des arguments solides qui nous plaisent bien du côté de Prono NFL. Que du fun. Sur ces entrefaits, ben voilà, je vous souhaite à nouveau une très bonne soirée et j'espère à la semaine prochaine, en espérant vous retrouver aussi nombreux. Merci. Salut, et bonne année encore. Salut à tous et bonne année. Oui. Bonne année à vous, les gars. Hooks to Martin, single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. With my Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. La mini canica, s'en allait tout simplement.